Transports en commun, statu quo dans la grève à Paris comme à Toulouse, reprise à Strasbourg. Beaucoup de Français se posent aujourd'hui la question comment faire la grève sans gêner ou prendre en otage les usagers. Peut-on inventer d'autres formes de protestation? Enquête dans ce journal. Les pirates de l'ère soviétique n'auront fait qu'un aller-retour. Israël les renvoie ce soir vers Moscou, une affaire mystérieuse sur bien des points encore. Espace, il n'y a pas que les lancements et les retours sur Terre. Depuis une semaine, les cosmonautes soviétiques, mais aussi Jean-Loup Chrétien et une équipe de techniciens français à Terre, multiplient les expériences scientifiques. Reportage complet dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer, un sujet à la fois d'actualité et de réflexion concernant les grèves actuelles, principalement dans les transports publics en France. Ce soir, la situation reste bloquée dans beaucoup de villes comme Toulouse ou la région parisienne, même si le travail a repris ce matin dans les transports en commun de Strasbourg. La question que beaucoup d'entre nous, usagers, nous sommes posés tout au long de cette semaine est la suivante. N'y a-t-il pas d'autres moyens pour les salariés mécontents, du secteur public en l'occurrence, de faire entendre leur colère sans gêner ou carrément prendre en otage, comme disent certains, l'ensemble des Français? Dans une société industrielle comme la nôtre, que le moindre rouage bloqué peut complètement paralyser, ne doit-on pas chercher d'autres formes d'action ou instaurer un service minimum? C'est un sujet de réflexion, mais qui n'est pas encore prêt de trouver sa solution. Valérie Fourniou, Frédéric Basile. Ras-le-bol en début comme en fin de ligne. D'un côté, le quotidien bousculé par l'attente incertaine d'un bus ou d'un train, le sentiment d'être pris en otage. De l'autre, la conviction que ce combat est juste, l'espoir de gagner bien sûr pour eux et pour le service public. Nous avons des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on nous fait bosser, travailler le plus longtemps possible, avec un temps de conduite maximum, avec une circulation maintenant qui devient de plus en plus impossible, des horaires, et nous n'avons pratiquement plus de vie de famille. Dès qu'on a fini de rouler, on arrive au terminus, on repart aussitôt, parce qu'il manque des bus, parce qu'il n'y a plus assez de monde à l'entretien, donc les bus restent bloqués à l'atelier. Maintenant, pour la notion des grèves, nous, notre seul moyen qu'on a, c'est de faire la grève, et on ne peut pas revendiquer autrement, on en est arrivé à ce point-là. Quelle solution alors pour éviter de gêner les usagers? La grève, cet état de guerre dans l'entreprise, touche de plus en plus le service public. SNCF, RATP, Sécurité sociale, PTT, sans oublier l'audiovisuel public. Tout cela provoque un mécontentement, attisé par les querelles politiques et renforcé par les abus de certains grévistes. Depuis une semaine, ce mécontentement s'organise. La Fédération des usagers des transports réclame notamment la réquisition des grévistes, sous peine de sanctions graves. Nous demandons également au gouvernement de modifier les règles de fonctionnement ou les règles de la grève dans le service public et de permettre aux syndicalistes, aux grévistes de faire une grève selon des modalités différentes, notamment une grève sélective. Il faut être très clair, c'est une grève sélective dans laquelle une grande partie du service est assurée, mais où l'État ne reçoit pas les rentrées financières habituelles. Depuis quelques années, les moyens de pression contre la direction d'une entreprise, publique ou privée, ont changé. La grève générale est devenue la grève bouchon, soit la grève d'un seul secteur d'activité qui paralyse l'ensemble de l'entreprise. Ce qui, dans le cas du service public, perturbe le système économique. Alors, certains parlent de corporatisme, rappellent les droits civiques et disent que la grève tue la grève. La grève dans les services publics, ça pourrait être la grève des citoyens contre eux-mêmes. Alors, il y a un problème fondamental qui est posé, il est posé dans tous les domaines, que ce soit politique et syndical. Il faut absolument que les responsables de ces mouvements prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls, et qu'ils appartiennent à une communauté dans laquelle il faut vivre et avec laquelle il faut transiger et comprendre. Ici, il y a grève, il y a un échec. Il y a un échec de négociation, il y a un échec effectivement d'écoute des problèmes qui sont posés aux salariés à l'heure actuelle. En ce qui concerne le conflit de la RATP, c'est véritablement un échec. Cela fait plus de 8 mois que les travailleurs se sont exprimés par différentes actions, des motions, des pétitions, et qu'ils n'ont pas été entendus. Est-ce que l'atteinte ou la limitation du droit de grève n'est pas à terme plus grave que l'abus, même si cet abus procure des armes à ceux qui le contestent? C'est la question posée aux syndicalistes et aux hommes politiques.
Épilogue ou presque d'une étrange prise d'otage. Les pirates de l'air qui s'étaient emparés d'un avion soviétique et qui s'étaient posés hier soir sur l'aéroport de Tel Aviv en Israël pour y être aussitôt arrêtés sont sur le point de repartir ce soir vers Moscou. Rien n'est clair dans cette affaire, ni les raisons pour lesquelles les soviétiques les ont laissés partir, ni celles pour lesquelles les Israéliens ont laissé ces pirates atterrir sur leur territoire avant de les réexpédier à l'envoyeur. Enquête sur un mystère. Charles Anderlin, Christophe Martin. La délégation soviétique a atterri à Tel Aviv en début d'après-midi pour un séjour de quelques heures. Le temps de régler les derniers problèmes juridiques. Côté israélien, rien ne s'opposait à l'extradition. C'est donc la fin de cette affaire rocambolesque. Les 5 gangsters ne devraient pas être exécutés en URSS, du moins selon Yosef Mendelevitch. Il a purgé 11 ans de goulag pour avoir, en 1970, tenté de détourner un avion soviétique. Ses mobiles, à lui, étaient idéologiques. En URSS, Israël est présenté comme un État fasciste sans loi. Les gangsters ont été victimes de cette désinformation et ils ont cru qu'on allait les recevoir ici à bras ouverts. Le public soviétique découvre à présent que la réalité est différente. C'est une bonne chose, notamment pour les juifs là-bas. Je ne suis pas surpris par le fait que les autorités aient laissé partir les gangsters. En prison, en URSS, j'avais rencontré d'anciens pirates de l'air. Jamais autant d'enfants n'avaient été pris en otage. Il y a donc un aspect humanitaire, et puis en l'occurrence, l'affaire était uniquement criminelle. Le Kremlin n'avait pas à redouter de suite politique. Nous venons de recevoir ces images en provenance de Moscou. Pour la première fois, en effet, les téléspectateurs soviétiques ont pu suivre quasiment en direct le récit d'une piraterie aérienne. Longuement, le journaliste décrit les méthodes horribles des bandits, c'est son expression. Il montre les balles retrouvées dans l'autobus et interroge les enfants otages. Les enfants, est-ce que vous avez eu peur? Oui. Que disaient-ils les bandits? Que s'il se passait quelque chose, ils nous feraient tous sauter. Épilogue heureux donc d'un événement dramatique, mais plus important encore, l'URSS semble bien décidé, glasnost oblige, à ne plus passer sous silence des événements qui, hier encore, n'auraient pas fait la une de son actualité. Le sort s'acharne véritablement sur le Bangladesh. Après les terribles pluies de la mousson à la fin de l'été dernier, eh bien cette semaine c'est un cyclone qui s'est abattu sur le pays. Bilan, plus de 1500 morts pour l'instant, 15 000 disparus, plusieurs millions de sans-abri. Voilà pour les mots, les chiffres qui restent malgré tout abstraits. Voici maintenant les images. Delphine Delasselle. À une centaine de kilomètres des côtes, au sud-ouest du Bangladesh, l'île de Dubla ou ce qu'il en reste. Opération de secours de l'armée du Bangladesh, cet hélicoptère est le premier à pouvoir se poser sur l'île. Dans les soutes, des vivres, des médicaments. Le cyclone a frappé mardi dans la soirée. Mais le mauvais temps entravait les recherches et les survivants attendaient. Ziaoudine, patron de ces pêcheurs partis à Dhaka juste avant le cyclone, est ici accueilli comme le messie par ses amis. Avant son départ, il y avait 12 000 personnes sur l'île, pour la plupart des petits pêcheurs. Aujourd'hui, ceux qui restent n'ont plus rien, ni maison, ni barque. Ici, comme partout le long de la côte, il y a besoin urgent de nourriture, de médicaments et d'eau potable. Les gens pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Quoi, par exemple? Ils ont perdu leurs filets, ils ont perdu leur maison, certains ont perdu des hommes, ils ont perdu leurs poissons séchés. En fait, ils ont tout perdu. Au fil des heures, des cadavres sont rejetés par la mer, tuant ainsi l'espoir de ceux qui attendent encore le retour d'un parent, d'un ami. L'adversité, ici, on connaît bien. On n'a jamais le temps de se décourager tout à fait. Déjà, certains ont pu reconstruire des maisons de fortune. Demain, quelques-uns s'en iront pêcher, car ici comme ailleurs, force reste à la vie. La politique étrangère est d'abord l'Argentine. Le président Raúl Alfonsín est rentré au pays. La rébellion militaire qui avait éclaté en son absence dans la caserne de la banlieue de Buenos Aires a été officiellement matée. Officiellement. Mais dans les faits, rien n'indique que les mutins aient définitivement accepté de se rendre sans contrepartie. Martine Laroche-Joubert. Retour précipité des États-Unis pour le président Alfonsín, avec un impératif, briser au plus vite l'insurrection militaire qui menace son autorité.
Malgré les allées et venues la nuit dernière aux alentours de la base de Campo de Mayo, le chef des forces armées n'a pas obtenu la reddition des 400 soldats rebelles retranchés ici depuis 2 jours. Hier, en effet, sous la conduite d'un colonel d'origine libanaise, Mohamed Ali Seneddine, 54 ans, l'un des chefs de la contestation en Argentine, les mutins s'emparent de la base par la force. Violents tirs d'artillerie, 1 mort, 5 blessés. Ils réclament notamment la révision des procès des soldats accusés de violation des droits de l'homme pendant la dictature militaire de 1976 à 83. Une rébellion qui n'est pas matée aussi vite que l'avaient prévu et même annoncé les autorités. Les rebelles prétendent même qu'ils ont conclu une trêve de 15 jours. Mais pour le président Alfonsine, confronté une fois de plus avec des nostalgiques d'une époque de dictature militaire révolue, il n'est pas question pour le moment de négocier. Lech Walesa en France dès samedi prochain pour participer à l'invitation de François Mitterrand aux cérémonies du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lech Walesa a obtenu son visa, donc c'est la première fois qu'il sortira de Pologne depuis 1981, depuis la mise hors la loi du syndicat Solidarité. Ce geste des autorités polonaises s'inscrit dans une nouvelle orientation de leur rapport avec Lech Walesa, marqué cette semaine par 2 événements, un face-à-face télévisé avec le leader de Solidarité et une interview accordée à Antenne 2 par le ministre des Affaires étrangères polonais, Patricia Coste. Mercredi dernier, des millions de Polonais étaient devant leur poste pour suivre le premier débat télévisé de ce genre dans un pays de l'Est entre un leader de l'opposition, Walesa, et le représentant des syndicats officiels. Dialogue de sourds, prestation décevante, avaient dit les uns, peut-être, mais reprise du dialogue, avaient objecté les autres. Et les autorités relancent aujourd'hui le projet d'une table ronde qui réunirait opposition et responsables politiques sur la base de tout un nouveau train de réformes. Essayons de se mettre autour de cette table. Nous avons tant de choses à régler en commun. Et si on parle de ce pluralisme polonais, comment organiser sur la base pluraliste le système de la gestion politique en Pologne, le gouvernement. Vous savez, M. Rakowski a proposé ces 4 postes ministériels au sein de son gouvernement. Les chaises sont toujours vides. On parle maintenant de la loi électorale. Comment assurer la présence accrue de ce qu'on appelle opposition. Alors, il y a tant de choses de discuter concernant le système politique de la Pologne, les structures politiques. M. Wałęsa présente son préalable, la relégalisation de son mouvement. Il nous semble, il pousse trop. Ça peut être un des thèmes, sans doute, peut-être à la fin de la discussion. Pourquoi faire le préalable? À Brazzaville, en Afrique, la délégation sud-africaine a annoncé son départ sans être parvenue à un accord sur le retrait des forces cubaines d'Angola et l'indépendance donc conséquente de la Namibie. Les Sud-Africains, dont on pensait qu'ils allaient signer l'accord dans les heures qui allaient suivre, ont considéré qu'il ne s'agissait pas là véritablement d'une rupture, mais que des progrès avaient été enregistrés et qu'il fallait revenir une prochaine fois à la table des négociations. La négociation a achoppé sur le contrôle du processus de retrait des forces cubaines en Angola. Fin du sommet européen de Rhodes en Grèce. Ce site digne de la tragédie antique n'a pas entamé la cordialité de cette rencontre pendant laquelle on s'est, il est vrai, contenté de faire un point sur l'avancement du grand marché qui doit prendre effet en 1993. Une colère tout de même, celle de François Mitterrand qui n'entend pas laisser Strasbourg être dépossédé de son titre de capitale européenne. Une décision ayant été prise cette semaine visant à transférer à Bruxelles toutes les réunions ordinaires de l'Assemblée européenne qui jusqu'à présent se tenaient donc en Alsace. Jean-Michel Mercurol, Philippe Sassier. Le déluge sur Rhodes a bien failli compromettre la traditionnelle photo de famille. Mais finalement, les 12 se sont séparés secs et détendus après un sommet bilan sur l'avancement du grand marché unique de 92. Nous sommes bien rendus compte que si l'on ne procédait pas à une révision générale des effectifs pour savoir où on en était, savoir vers quoi on se dirigeait, d'ici 1992, nous risquions de 3 mois avant de s'apercevoir qu'il manquait beaucoup d'éléments pour considérer que le marché unique existait.
Une revue de détail qui aura permis au passage à François Mitterrand de remettre certaines pendules à l'heure en dénonçant par exemple l'insidieuse tentative de transférer à Bruxelles le Parlement de Strasbourg contre la règle de l'unanimité. Les 12 ont bien accueilli la proposition française de faire un eureka de l'audiovisuel, mais se sont bien gardés de polémiquer sur ce qui les divise, la fiscalité, la monnaie et le social, des orages prévus pour les mois qui viennent. Sur ces sujets-là, je crois qu'on peut souhaiter beaucoup d'énergie au président des 6 prochains mois, c'est-à-dire M. Felipe González, pour faire avancer sérieusement un char que l'on s'apprêterait très complaisamment à embourber. De l'énergie, il en faudra, car les 2 prochains rendez-vous des 12 au mois de juin en Espagne, au mois de décembre 1989 en France, seront très importants. Là, il faudra prendre des décisions monétaires, fiscales, sociales, des décisions qui impliquent beaucoup d'efforts de tous les Européens. Sont-ils prêts à faire ces efforts? C'est la question que l'on peut se poser après ce Conseil de Rhodes et juste avant une année 1989 qui sera certainement très agitée pour l'Europe. Des décisions on en a prises la nuit dernière à Paris. Le Parlement français a adopté toute une série de mesures d'ordre social, augmentation d'1 point de la cotisation retraite des salariés, reconduction du prélèvement de 0,4% sur les revenus pour financer le déficit de la sécurité sociale, une loi également permettant aux handicapés ayant dépassé l'âge de 20 ans de demeurer dans des établissements pour enfants s'ils n'ont pas trouvé de place dans les centres pour adultes. Enfin, les députés ont décidé également d'interdire la publicité déguisée pour le tabac par voie d'affiches comme les briquets ou les allumettes portant le même nom qu'une marque de cigarettes. En revanche, cette publicité reste légale dans les journaux pour adultes, dans le parrainage sportif et lorsque ces sociétés utilisent leur nom pour d'autres produits que le tabac. Devine qui déboule chez nous ce soir. Question posée à un couple de Britanniques qui habitent une villa sur une falaise à Èze, dans les Alpes-Maritimes, pas loin de Monaco. Un rocher d'1 tonne s'est invité dans le salon. Heureusement, aucun des occupants de la maison n'a été touché. Claude Crespo. Esbody, mais phlegmatique. Normal, M. Whittaker est sujet britannique. Pourtant, hier matin, il a bien cru que le ciel lui tombait sur la tête. De fait, c'était vrai, mais point de ciel, mais un rocher d'1 tonne qui a défoncé la toiture de sa villa, le Perchoir. L'éboulement est sans doute dû aux pluies de la veille. Le rocher s'est détaché de la falaise qui surplombe la route de la basse corniche et a traversé les 2 étages de la résidence. À l'intérieur, 3 personnes en dehors de M. Whittaker, dont un bébé de 16 mois, effrayé mais indemne. Le mobilier, lui, a beaucoup souffert. Et si le rocher s'est stabilisé dans le living room, d'autres rocailles, stimulées sans doute, ont continué à débouler sur la terrasse ainsi que sur la villa en dessous. Il y a 11 ans, ici même, 30 000 tonnes de rochers s'étaient effondrés sur ce secteur. Depuis, on parle d'un tunnel pour protéger le trafic routier et ferroviaire, mais pour le moment, aucune suite n'a été donnée à ce projet. Il y a 2 mois, vous vous en souvenez peut-être, dans une cité de Noisy-le-Sec, dans la proche banlieue parisienne, une enfant de 14 ans était tuée par balle alors qu'elle assistait de son balcon à une bagarre qui avait lieu en bas de son immeuble. C'était un policier qui, en dehors du service, était intervenu dans cette altercation qui avait tiré. Le juge a conclu à un homicide involontaire et a remis en liberté provisoire ce policier, ce qui provoque la colère d'un certain nombre d'habitants de cette cité qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. Agnès Poirier, Max Pistolesi. La cité de la Renardière n'oublie pas. Il y a 2 mois, Malika, 13 ans, qui regardait depuis sa fenêtre la bagarre dans la rue, est morte atteinte d'une balle en pleine tête. Son meurtrier, un policier en civil, venu en découdre avec les jeunes de la cité. Inculpé d'homicide involontaire, il a été remis en liberté après 3 semaines de prison. Pour nous, il y a 2 justices en France. Il y a une justice pour les simples citoyens et puis... malheureusement, un flic a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Et je crois que, la police le sait, et puis elle abuse de ce pouvoir. Pour se faire entendre, les jeunes de la cité ont décidé d'aller manifester à Paris. Au ministère de la Justice, on a promis de les recevoir. Car si le policier qui a refusé de s'exprimer ici affirme qu'il s'agit d'un accident, eux répondent « crime raciste ». Peut-être que demain, ça sera mon fils de 20 ans et ça, je l'admets pas.
Mais déception, cet après-midi au Palais Royal, il n'y a pas foule. 400 personnes à peine ont répondu à l'appel du comité Justice pour Malika, du MRAP, ou comme eux, du SCALP, section carrément anti-Le Pen. Déception, l'accès au ministère de la Justice, même pour une délégation, est barré par un cordon de CRS. Erreur judiciaire, un mot terrible avec des conséquences tout aussi terribles. Ainsi ce fait divers italien. Dans ce pays en lutte contre la mafia, la drogue, qui souvent ne font qu'un d'ailleurs depuis plusieurs années, la machine judiciaire et policière a parfois des ratés qui peuvent broyer véritablement la vie d'un homme. Ainsi ce dentiste de Milan, inculpé à tort de trafic de stupéfiants. Un engrenage dont il n'est sorti que 2 années plus tard. Marcel Tria. Une fois détruite, une vie, cela ne peut plus se reconstruire. Un homme brisé. Il y a 3 ans à peine, pourtant, à 36 ans, Edoardo Fillini n'avait aucune raison d'inquiétude. Marié, père d'une petite fille de 2 ans, il avait installé un important cabinet de dentiste prothésiste à Milan et un autre ici, dans une petite ville de la région milanaise. Une affaire en plein essor. Et puis, le matin du 12 novembre 1985, tout bascule. 3 policiers se présentent dans son bel appartement du centre de Milan et le prient de les suivre pour une simple formalité. Aussitôt, au palais de justice, le piège se referme. On l'accuse d'être le financier d'un gang de trafic de drogue. Il risque 25 ans de réclusion. Incarcéré à Milan d'abord, puis à Turin, il sera acquitté et libéré, faute de preuves, après 2 ans de prison. Il vient tout juste d'être pleinement innocenté et réhabilité par la cour d'appel. L'erreur est toujours possible, mais persévérer ainsi dans l'erreur, non, c'est impardonnable, ça ne peut pas exister. Parce que là, on ne joue pas avec un morceau de papier, mais avec une vie humaine. À l'origine des malheurs d'Edoardo, un ami de jeunesse, Paolo Farina. Il vient d'être condamné à 16 ans de prison. Il est en résidence surveillée chez lui pour raison de santé. Trafiquant de hashish et d'héroïne, Farina avait été placé en 1985 sous écoute téléphonique ainsi que tous ses proches. Toutes les conversations d'Edoardo Fillini, le dentiste sans histoire, furent alors décortiquées, interprétées par les enquêteurs. Un appel de son marchand de vin, par exemple. « J'ai encore un peu de robe, de marchandises pour vous. » Malheureusement, la drogue, cela se dit aussi la roba, en argot italien. Pour les enquêteurs, pas de doute, le dentiste est dans le coup, même s'il n'y a contre lui aucun indice, aucun témoignage. Avant d'arrêter un individu, avant de le priver de ce bien suprême qu'est la liberté, chaque magistrat doit réfléchir 100 fois et ne pas avoir, comme on dit, le mandat d'arrêt facile. Parce que les conséquences d'une arrestation sont toujours catastrophiques, aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique, sur le plan financier que sur le plan familial. À sa sortie de prison, Edoardo Fillini a tout perdu. Sa carrière professionnelle saccagée, sa femme qui a demandé le divorce et cette petite fille qui ne le reconnaît plus. En 7 ans, 850 000 Italiens ont été injustement inculpés. 28 000 d'entre eux ont été injustement jetés en prison comme Fillini. Dans ce pays en guerre contre le terrorisme, puis contre la mafia et le trafic de drogue, les juges ont pris l'habitude d'avoir la main lourde. Samedi dernier, vous avez pu assister en direct sur notre chaîne au départ de l'équipage franco-soviétique qui depuis a rejoint la station orbitale Mir qui tourne autour de la Terre. Mais l'espace, ce n'est pas simplement le départ et le retour sur Terre. Là-haut, eh bien, les cosmonautes se livrent à toute une série d'expériences scientifiques qui sont les raisons mêmes de ces voyages. Moscou, Patrick Esther et Georges Janssen. Jean-Luc Chrétien se trouve maintenant depuis une semaine à bord de la station Mir. Ce vol représente pour la France un investissement de 140 millions de francs. Et il ne faudrait pas croire que le cosmonaute français est monté là-haut pour le plaisir de faire des pirouettes, de jouer de l'orgue électronique ou même de compter le nombre de tours de Terre. L'essentiel de ces journées consiste à travailler durant 6 à 7 heures sur une série d'expériences médicales et techniques. Cela, 6 jours sur 7. Dans cette salle, une vingtaine de scientifiques du Centre spatial de Toulouse suit minute par minute le déroulement des opérations. À la fois pour guider les manipulations de Jean-Loup, mais aussi pour adapter les expériences en cas de situation imprévue. Une liaison communique en permanence les informations directement au laboratoire à Toulouse. Là, nous sommes en train de vérifier la qualité des enregistrements effectués par Jean-Luc Chrétien, qui, en ce moment, est en train de dessiner une ellipse avec l'extrémité du doigt.
D'après les résultats de la prise de sang, là, c'est pas très méchant, mais il faut que tu boives plus. Les médecins nous disent ici qu'il faut que tu boives beaucoup. Ouais, mais le robinet, il est en panne. Il est en panne. C'est vrai? Bah, écoute, bois du thé alors. Pendant les 23 jours de ce séjour dans la station, Jean-Loup va avoir à réaliser plusieurs expériences de physiologie humaine, dont l'une dont je peux vous parler aujourd'hui est celle qui concerne l'étude du regard, savoir les modifications du regard pendant un séjour de longue durée, c'est-à-dire l'étude de l'utilisation de l'œil et de la tête pour regarder une cible qui apparaît dans le champ visuel et savoir comment les choses s'adaptent au cours d'un séjour prolongé. Il arrive que parfois Jean-Loup Chrétien menace de faire passer par le hublot les matériels des expériences jugés trop désagréables ou trop contraignantes physiquement. Mais il finit toujours par faire ce que lui demandent les scientifiques. Après tout, c'est pour eux et pour la science que Jean-Loup est là-haut. Est-ce que tu peux le faire la tête en l'air? Oui, je ne sais pas si les Français aiment les spas. Je n'ai pas de sondage à ma disposition pour le prouver ou l'infirmer. En revanche, une enquête réalisée par CSA pour le journal Sud-Ouest pour son édition du dimanche, demain donc, indique que 48% des Français n'ont jamais pris l'avion parce qu'ils n'en ont pas besoin pour se déplacer. Pour la majorité, les ouvriers et les agriculteurs sont les plus nombreux à ne jamais avoir quitté la terre ferme. 70% de ceux qui prennent l'avion n'ont pas peur. Tout de même, 25% détestent les trous d'air et 30% avouent avoir eu plus ou moins peur à l'atterrissage. Ces derniers qui ont peur seront sans doute rejoints par les passagers d'un Boeing d'Air France qui assurait la liaison Jeddah en Arabie Saoudite jusqu'à Paris et qui cet après-midi à Paris, au moment de l'atterrissage, ont été secoués comme des pruniers, véritablement, les 8 pneus de l'avion ayant éclaté sur la piste. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés à bord. Nous terminons par un sujet qui peut peut-être vous inspirer à la veille des fêtes de Noël et de fin d'année ou simplement dans votre vie quotidienne. On assiste actuellement à une floraison de services à domicile, services en tout genre, véritablement. Cela peut aller du petit déjeuner au plateau d'huîtres, au journal, sans parler de ces services que vous n'auriez sans doute jamais imaginés. Delphine Delasselle. Dans leur besace, courriers, colis, fleurs et cassettes vidéo. Ils sont 10 000 en France à se faufiler dans les embouteillages par tous les temps. Une activité en pleine expansion qui demande peu de moyens pour démarrer. Résultat, sur 400 entreprises qui occupent le terrain, un quart se crée, meurt et se recrée en permanence. Un domaine où fleurit l'imagination. Tout sourire est bien élevé, le groom, image accomplie du service. Ou encore l'emballage parfait de tous les cadeaux, du plus simple au plus surprenant. Attends. Je vais te sortir. Allez. En 6 mois d'existence, les grooms de Paris répondent à 30 appels par jour. Fleurs ou lettres d'amour, vous en aurez pour 150 francs. À côté du petit déjeuner, de la pizza chaude ou des huîtres livrées à domicile, il y a mieux aujourd'hui. Le cuisinier maître d'hôtel, qui prend votre place au fourneau et sert le dîner. Didier demande à être prévenu 4 heures avant, il demande aussi 220 francs par couvert. Il y a aussi le coiffeur, la maquilleuse et le prof à domicile. Mais au bureau. Oui? Monsieur Clopin, votre rendez-vous est arrivé. Formidable. Ah. Enfin. Pas question pour ce PDG de rater sa leçon de karaté. La gym se pratique aussi à domicile pour les gens discrets. Sachez encore que vous pouvez faire arroser vos plantes et assurer la promenade pipi de votre chien, même quand vous n'êtes pas là. Voilà, c'était José Blanc-Lapierre. Erreur de sujet, ce n'est pas Delphine, mais José donc, qui avait fait ce reportage. Il y avait un tiercé cet après-midi. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 12, le 8 et le 10 et ça rapporte 3135 francs. Il y avait également un quartet, voici les rapports. Vous ajoutez le 14 et vous gagnez 22 214 francs et 40 centimes. Il y a aussi des pronostics pour demain, pour le tiercé et le quartet de demain. Pronostic de Pierrette Bresse. Elle vous conseille de jouer l'As, le 2, le 7, le 15, le 6, le 9, le 4 et le 3. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite,
Après le générique, bien sûr, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite, aux alentours de 0h30, eh bien, vous retrouverez Philippe Gassot pour le dernier journal. Ce sera aussi l'heure du bilan, du résultat de ce Téléthon, deuxième Téléthon 1988, qui à cette heure-ci, donc à 4h30 avant la fin, donc avant minuit, a déjà rapporté plus de 100 millions de francs. Téléthon qui se poursuit donc sur notre antenne avec un Champs-Élysées spécial et les résultats donc dans le dernier journal présenté tout à l'heure par Philippe Gassot. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 13h si vous le voulez bien, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain 13h.